Bonjour à tous, bienvenue Mabu Hai. Aujourd'hui nous allons vous parler des Philippines. C'est un pays dont on parle trop peu en France, d'autant qu'il y a une tradition de lutte là-bas qui perdure, qui date de l'occupation coloniale, d'abord espagnole, puis états-unienne, puis japonaise, et encore états-unienne, et qui perdure, notamment une lutte révolutionnaire depuis 1969 qui ne s'arrête pas. C'est aussi pour ça que nos chers médias, dirigés par nos 9 milliardaires, n'en parlent évidemment pas. Nous avons la chance d'avoir ici Catherine. Catherine qui est une militante progressiste, qui s'occupe de l'association Migrante Europe, ici à Paris. Et bon, deux mots sur les Philippines. Vous verrez sans doute peut-être encore dans certains manuels français que les Philippines ont été découvertes par Magellan. Non, ils ont d'abord été découvertes par sa population il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc une population qui parle des langues malayo-polynésiennes, c'est-à-dire très proche de langues de la Malaisie ou de l'Indonésie. La langue officielle est le Filipino-Tagalog, hein, c'est-à-dire le Tagalog d'abord, mais qui a pris statut de langue nationale, mais il y a d'autres langues comme Catherine parle notamment le Cebuano. Voilà, c'est une. Après, donc, Magellan était portugais, mais en fait, naviguait pour le compte des Espagnols. Donc, c'est un pays qui a connu 300 ans d'occupation espagnole, puis un fort mouvement d'indépendance incarné par un écrivain très important qui est toujours très étudié là-bas aux Philippines, qui s'appelle José Rizal, et qui a une place à Paris d'ailleurs. Et donc, après la guerre entre l'Espagne et les États-Unis, 1898, qui a vu aussi le changement de statut à Cuba, hein, l'Espagne a vendu littéralement les Philippines aux États-Unis. S'en étant suivi une guerre terrible, hein, entre les Philippins et les États-Unis. Mais disons que là, ça a changé. Les gens se sont mis à parler anglais. Le rapport à l'anglais aux Philippines est à peu près le même qu'en Inde, hein. C'est un pays qui a été très anglicisé. Il y a eu bien sûr une occupation japonaise, hein, pendant la guerre, qui était aussi horrible que partout ailleurs en Asie, là où était l'armée de l'Empire du Soleil Levant. Et après, les Philippines ont connu une période de dictature incarnée, notamment par Ferdinand Marcos. Donc c'est sous son régime que s'est développée justement cette opposition sous une forme de guérilla. Guérilla qui n'aurait pas pu s'imposer aussi longtemps s'il n'y avait pas eu un soutien de la population. Donc Marcos était un dictateur qui ressemblait beaucoup à ce qu'il y a son équivalent en Indonésie, c'est-à-dire Suharto, ou le général Park Chung-hee en Corée du Sud. Il a été renversé en 86, mais dès 87, il y avait déjà une répression terrible des forces démocratiques. On est retourné dans une période très, très difficile, et aujourd'hui, il y a un président que vous avez sans doute entendu parler ici en France à cause de ses foucades, de ses embardées, c'est le président Duterte, donc qui s'achemine vers un mouvement de fascisation en fait, du pays, avec le soutien des États-Unis, qui ne sont en fait jamais partis du pays. Donc, bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec comment s'inscrit un peu ce grand mouvement j'allais dire, de libération du peuple philippin depuis au moins plus d'une centaine d'années, et actuellement avec ce mouvement qui fête ses 50 ans en fait, hein. D'ailleurs, pour comprendre le mouvement actuel aux Philippines, il faut revenir dans le passé. Donc, vous avez mentionné la révolution pendant l'occupation de l'Espagne, ou la colonisation espagnole. José Rizal n'était pas la seule
il est devenu un symbole de cette révolution, mais en fait, dans le terrain, c'était les indigènes, les paysans philippins qui ont mené une guerre, révolution. José Rizal, plus, c'est une figure intellectuelle. Voilà, voilà, il est le figure il y avait déjà un mouvement paysan, en fait, très fort. Il y avait déjà contre l'Espagne. Et c'était un mouvement pour l'indépendance du pays. Donc, et bien sûr, les leaders ou les figures, ils se sont inspirés aussi des chefs-d'œuvre ou les pièces littéraires de José Rizal. Mais eux, ils ont mobilisé les paysans, les gens en fait ordinaires, les indigènes, les Philippins, pour se battre contre l'Espagne, le gouvernement espagnol. Donc c'était une première révolution, une guerre-révolution. Donc aujourd'hui, la révolution actuelle, c'est la continuation de cette révolution-là. Donc la révolution pendant la colonisation espagnole, ça a été aussi inspiré par la révolution française, bourgeoise. Donc pendant ce temps, ça a été vite fait, immédiatement repris par... le gouvernement a été immédiatement repris par les bourgeois philippins. Mais la révolution, il y avait des mouvements partout en fait, aussi contre les Japonais, bien sûr l'occupation japonaise, mais aussi voilà l'arrivée... Le moment qui eux, ça s'exprimerait plus de la révolution russe en fait, ou des éléments jacobins de la révolution française peut-être. Voilà. Oui. Et quand les Américains y sont venus, on a aussi... les Philippines, il faut comprendre, les Philippines, à ce temps-là, c'était sous le gouvernement américain, aux États-Unis, mais c'était un Commonwealth. Il est devenu, après la guerre hispano-américaine. Donc, pendant 50 ans, il est devenu un Commonwealth états-unien pour préparer le véritable indépendance du pays. Donc voilà. Et entre-temps, il y avait l'occupation japonaise qui aussi, à ce temps-là, il y avait aussi la première partie communiste qui se sont battus aussi contre les Japonais. Oui, ça ressemble beaucoup à la Corée et la Chine. C'était une guérilla communiste qui luttait contre les Japonais en Philippines, dont on parle peu en fait. Et jusqu'à sa reconstruction en 1968, donc c'était la partie communiste a été fondée en 1968, et puis la guérilla a commencé un an plus tard en fait. Un an plus tard, donc 1969, donc ça fait déjà 50 ans voilà, de la guerre civile au sein aux Philippines. Pour comprendre un petit peu comment a pu perdurer donc un tel mouvement révolutionnaire, il faut comprendre qu'il y a forcément une aide de la population. C'est réparti un peu partout sur l'ensemble du territoire, même si je crois que c'est un archipel dont on dénombre à peu près 7000 îles. Et donc, à la fois les conditions géographiques et en même temps le soutien de la population, l'ancrage, disons, dans la réalité nationale explique sans doute le succès de cette guerre révolutionnaire. Pendant la colonisation, justement, il y avait cette difficulté en fait géographique pour bien sûr envahir les îles. Donc les colonisateurs, ils ont trouvé beaucoup de moyens pour... donc on a cette condition géographique qui est particulière en fait aux Philippines contre par exemple la Chine qui est une île entière. Oui. Donc il y a aussi des conditions... Même si justement on a parlé de l'influence de la Révolution française, de la Révolution russe, et puis il y a aussi l'influence de la Révolution chinoise, enfin, surtout son modèle qui est basé quand même sur le modèle paysan en fait, un encerclement des villes par les campagnes en fait aussi. Oui,
Il faut comprendre que la plupart des Philippins sont paysans. Quand les Espagnols ils sont arrivés, ils ont aussi installé un système féodal. Donc on a le système de hacienda qui est aussi... des grands latifondiens, grands propriétaires voilà, terriens. Propriétaires terriens et donc donc les indigènes ils sont devenus paysans donc sous le système féodal installé par la colonisation espagnole. Donc ça a été en fait continué par la colonisation, par les Américains quand ils sont arrivés. Donc on a une condition mi-féodale, voilà, mi-coloniale, on peut dire. Donc on a toujours... Et là où ça ressemble beaucoup à la Corée du Sud, vous avez beaucoup de bases américaines avec... voilà, on a des accords militaires avec les États-Unis. Donc ça, le mouvement progressiste a été toujours un mouvement aussi anti-américain, anti-impérialiste américain. Donc ça a été toujours comme ça parce que voilà, nous soldats étaient formés par les soldats américains. Donc leur présence aux Philippines n'est pas que la présence économique aussi, mais aussi la présence militaire. Donc voilà. Tout à fait. Parce que là, au début, le président Duterte avait accepté de rentrer en négociation avec, de ce que j'ai compris, il y avait même des ministres communistes au gouvernement. Et après, il a relancé la guerre par des déclarations tonitruantes et en promettant l'extermination, en gros, des combattants rouges. Et donc, est-ce que ce changement d'attitude est lié à une pression des États-Unis ou pas? Les États-Unis ont toujours une influence militaire, même aujourd'hui, aux Philippines. Même si Duterte est en train de jouer en fait avec le pouvoir chinois, par exemple, parce que Duterte a fait entrer aussi des travailleurs chinois dans notre pays. Donc il a aussi un accord militaire avec le gouvernement chinois. Donc, mais la présence de l'armée américaine, par exemple, il y avait une occupation militaire dans une ville en Mindanao. Donc ça a été fait dans un prétexte de anti-terroriste, de action antiterroriste basée par le système américain, du coup, parce qu'il y avait un terroriste islamiste qui s'est lancé, qui a bombardé tel ou tel endroit dans cette... Parce qu'il faut savoir que c'est un pays qui est très catholique, sauf au sud, où là vous avez une petite minorité musulmane. Puis on se rapproche en fait de l'Indonésie, donc et c'est venu des problèmes sont venus se surajouter. Les États-Unis ont appliqué avec le gouvernement philippin des méthodes de contre-terrorisme. Contre-terrorisme. Voilà. Donc, mais ça allait jusqu'à bombarder une ville entière. Moi, j'ai vu des... Voilà. Et, alors que la population, elle était plutôt pour négocier en fait. Pour négocier, parce que ce sont aussi des gens qui viennent de cette ville. Donc il y avait un moyen de négociation avec ce groupe-là. Mais le gouvernement a choisi bien sûr le bombardement, l'occupation militaire. Donc, et maintenant, on a une ville qui est entièrement détruite et qui est en train de récupérer. Donc, voilà, on a senti la présence américaine aussi pendant... Oui, j'ai l'impression qu'ils se servent de gens qui ne représentent pas grand-chose en termes d'islamisme pour réprimer l'ensemble de la population, de même qu'ils se servent d'une soi-disant une prétendue guerre à la drogue pour imprimer notamment des syndicalistes par exemple. Oui. Est-ce que vous pouvez faire un point sur les prisonniers politiques en fait là-bas
la répression actuelle? Donc, on a toujours les prisonniers politiques des anciens gouvernements. Donc, c'était pas Duterte qui a inventé du coup suppression, répression. Donc, on compte, selon les chiffres de notre coalition pour les droits de l'homme, on a un chiffre plus 500 prisonniers politiques. Donc, y compris les prisonniers politiques de l'ancien gouvernement depuis Marcos, par exemple. Ouais. Et, il y a des gens qui sont emprisonnés depuis l'ère Marcos, c'était les années 60, 70 et début du 80. Oui. Oui. Et là, aujourd'hui, sous le régime de Duterte, on a des syndicalistes, paysans, des syndicalistes travailleurs, même les avocats qui ont du coup subi cette répression par le gouvernement actuel. Donc, et ça, c'est pour ça qu'on essaye de mener une campagne globale. Et Duterte était l'admirateur de Marcos, hein, il est admirateur. Au début, il n'était pas. Au début de sa campagne, il n'était pas. Il n'a pas dit ça ouvertement. Mais après, quand il a repris le pouvoir, quand il a pris le pouvoir, ouvertement, il essaye de changer l'histoire de ce régime-là. Et donc on a, parce que Marcos n'a pas été encore enterré, enterré, oui, par exemple la cimetière. Donc son corps physique est toujours là en fait, il n'a pas encore enterré. Ah, il est dans un cercueil, mais le cercueil n'est pas sous terre. Voilà, parce qu'il y a bien sûr un mouvement très très fort pour empêcher cet enterrement dans la cimetière pour des héros. Par exemple, une cimetière pour des... Et sous le gouvernement de Duterte, il a réussi à faire enterrer Marcos. Avec tous les honneurs. Et donc ça c'est un moyen de changer complètement l'histoire de ce régime-là, et aussi bien sûr les jeunes ils vont apprendre ça à l'école, donc que Marcos changer l'histoire du pays. Oui. Y compris là où ce qu'il a changé aussi, c'était au départ il se faisait passer pour un anti-américain. Il y avait une déclaration on en avait même eu quelques échos par rapport à Obama, même si c'était dans son style fleuri qu'on peut reprocher formellement, mais ça se présentait comme anti-américain. Et il n'en est rien, puisque là il accueillait Trump à bras ouverts. Hein. Même déjà sous Obama, il y avait des manœuvres militaires conjointes. Il y a toujours une manœuvre militaire. Est-ce qu'on va, en gros, est-ce que c'est un processus qui commence par ce qu'on appelle le populisme avec beaucoup de guillemets, parce que je crois que le peuple n'a pas grand-chose à voir, le peuple est trompé dans ce mouvement d'hypopulisme, est-ce qu'on va vers une forme de fascisation? Est-ce que c'est ça que... Mais c'est ça, il faut comprendre aussi l'île de Mindanao, dans le sud, c'est sur la loi martiale. Ouais. Alors il faut expliquer, il y a Luzon, Visayas, Mindanao. Mindanao, c'est la partie sud des Philippines. Hein. Voilà, qui est une île... entière, qui est une île, du coup, ce n'est pas un archipel. Et du coup, cette île-là est sous la loi martiale actuellement. Donc, toutes les répressions politiques sont justifiées par le biais de la loi martiale. Donc, y compris les répressions des syndicalistes, des avocats progressistes, même des prêtres progressistes. Il y a même des minorités ethniques, je crois. Et les minorités ethniques, donc les minorités ethniques, les Philippines, parce que c'est un archipel, donc il y a beaucoup de tribus ou des groupes ethniques. Donc eux, ce sont des minorités, et ce sont aussi les peuples qui sont historiquement opprimés. Donc eux, actuellement, ils habitent éloignés de la ville, et ils sont socio-économiquement pauvres, justement. Et il y a des groupes qui habitaient toujours dans les montagnes, où le grand ressource minière
situées. Donc on a des entreprises, Mindanao c'est très riche au niveau du ressources minières, donc tu as les entreprises du coup étrangères qui exploitent ces ressources-là. Et qui ont exproprié en fait les paysans de leur terre, c'est voilà. une minorité de leur terre aussi. Oui, et ce sont les minorités ethniques qui subissent la première violence, bien sûr, violence étatique, mais aussi économique. Donc c'est pour ça, pour moi, par exemple, dans ma ville, j'ai vu un groupe ethnique qui se sont enfuis de leur communauté parce qu'il y a une forte militarisation dans leur communauté. Et alors c'est vrai qu'on parle de cette répression. Je crois, une des raisons pour laquelle cette guerre révolutionnaire cette guérilla a pu s'implanter, c'est aussi le fait qu'elle palliait cette absence d'État, parce qu'elle apportait des services de santé à la population, des services d'éducation. Donc il ne faut pas simplement envisager ça d'un point de vue strictement militaire, mais il y a une sorte d'état dans l'état en fait, d'une certaine manière, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer comment ça se développe? Donc les guérillas se sont implantés dans les montagnes et dans les provinces. Donc eux, leur travail, c'est pas que le travail bien sûr militaire, mais aussi c'est le travail auprès, on dit, des masses. Donc ce sont des gens, souvent les gens qui sont éloignés de services publics. Donc leur travail, c'est le service social et santé font partie de leur action politique auprès de la communauté. Donc, mais Mindanao, par exemple, c'est une île très très violente avec une forte militarisation. Donc on a des guérillas qui sont plus développés, qui sont plus nombreux, par exemple. Donc, et aussi on a dans les communautés indigènes ou des groupes ethniques, on a aussi des paramilitaires qui bombardent leur propre communauté. Donc c'est un outil du militaire pour diviser bien sûr la communauté au sein de la communauté. Donc c'est pour ça qu'on a des indigènes qui se sont fuis parce qu'il y a des paramilitaires qui existent dans leur propre communauté. Donc c'est un moyen aussi de faire une occupation et aussi pour faire leur exploitation minière. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Oui, oui il y a des régions entières qui sont sous occupation militaire avec la voilà, donc ça, il y a des actions différentes basées sur des conditions actuelles de la communauté. Donc, et alors justement, si on parle de cette communauté, on pourrait parler aussi de la communauté philippine en France, qui d'après ce que j'ai compris est un peu moins importante que celle qui est en Italie. Je ne sais pas si c'est la proximité, le fait que ce sont deux pays très catholiques qui explique ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est quand même importante. Alors comment s'organise-t-elle en France? Dans quel secteur est-elle employée? Comment réagit-elle au plan politique? Moi, je m'engage au sein d'organisation qui s'appelle Migrante Europe. Donc, nous, en tant qu'organisation progressiste, on aborde la question de la migration forcée, qui a été institutionnalisée depuis le régime de Marcos, la dictature Marcos. Donc c'est la migration du peuple philippin vers l'étranger. Pour amener de devises. Pour amener de devises et par exemple, aujourd'hui, on compte 7000, on dit dans notre recensement statistique, déploiement des Philippins vers l'étranger. Donc 7000 personnes par jour qui quittent leur pays
Donc en France, par exemple, le dernier chiffre, c'était en 2013, par notre statistique, l'Agence statistique nationale. C'était environ 48 000 Philippins dans le sol français, dans le territoire français. Et la plupart des travailleurs de ces Philippins-là sont des travailleurs migrants et qui travaillent dans les secteurs de travail domestique. Et ils sont aussi, la plupart sont femmes et sans papier. Donc ils travaillent pour les particuliers. Donc eux, ils n'ont pas de moyens de négocier avec leur patron. Ils se débrouillent eux-mêmes dans leur propre réseau pour pouvoir accéder à tel ou tel service, par exemple, parce qu'il faut comprendre que la communauté philippine, c'est aussi organisé par l'ambassade chez les Philippins au sein de la comité des associations philippines. Donc on a des associations qui existent en France, mais les Philippins qui se sont regroupés au sein des associations, par exemple religieuses ou régionales, ou ethno-linguistique par exemple, parce qu'il y a une association dédiée à notre langue, par exemple à Cebuano. Donc on a des déclinaisons... Qui n'est pas la langue officielle Qui n'est pas la langue nationale. Mais c'est une langue très parlée, hein, c'est peut-être un quart de la population. Oui, donc on a beaucoup, bien sûr, on a beaucoup de gens qui parlent cette langue-là. Et le point commun avec Duterte, c'est que vous parlez aussi Cebuano, vous êtes de la même... si vous avez un seul point commun, c'est d'être de la même... C'est la langue et la ville... la ville d'Avao, c'est ça. Voilà. Et donc ici en France, on essaye de s'organiser ou de mobiliser les travailleurs migrants autour de cette question de la migration forcée et institutionnalisée par le gouvernement philippin qui profite du coup de notre migration mondiale. Donc le mouvement Migranté, c'est un mouvement international. Donc c'est partout dans le monde. On a quand je dis que Migranté Europe, ça veut dire que c'est la version Europe. C'est la version Europe le mouvement international. Et Migranté, c'est en tagalog. Hein, Migranté, ça veut dire migrant en philippino, en tagalog. Et du coup, on a à peu près 10 millions Philippins qui travaillent à l'étranger. Par exemple. Et on a des accords gouvernement par gouvernement, par exemple au Moyen-Orient, on a des accords formels des pays là-bas. Mais en France, non. En France, non. C'est surtout une migration clandestine. Donc en Asie-Pacifique aussi, par exemple à Hong Kong, il y a des travailleurs domestiques à Hong Kong. Et il y a même Migranté Hong Kong qui est très très forte du coup dans ce pays-là. Et aussi en Moyen-Orient. Mais par exemple la condition de travail et la condition des droits, c'est aussi c'est particulier, c'est différent. Donc on a par exemple plus d'exploitation au Moyen-Orient, par exemple. Donc nous, en tant que... on fait partie du mouvement Migranté ou des organisations de réseau Migranté. Donc on sensibilise les travailleurs migrants ici en France des conditions sociales ou de travail des autres travailleurs migrants dans d'autres pays qui ont moins de droits que nous ici en France, par exemple. Donc aussi la question politique et aussi la situation socio-économique philippine. Donc tout ça parce que nous, notre migration est liée avec la situation socio-économique et politique, bien sûr, et politique justement Philippines. Donc ça, c'est ce qu'on aborde avec notre organisation Migranté Europe. Justement, je crois que c'est fantastique d'avoir pu faire cet aller-retour justement entre les conditions des Philippins en France que ceux qu'on peut côtoyer et en même temps la réalité de leur pays là-bas, de cette histoire. Et là, je crois qu'on arrive à mieux comprendre cette réalité complexe à la fois nationale
et internationale. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce point-là. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Peut-être si vous pouvez dire le nom de ces associations, là où on peut vous contacter. On va l'afficher, je pense, sur la, oui, voilà. sur la vidéo. Pour toutes les questions des droits de l'homme, on a une coalition, je sais pas, on dit ça en français, mais une coalition internationale, donc c'est International Coalition for Human Rights in the Philippines. Donc c'est eux qui documentent la Coalition internationale pour les droits de l'homme aux Philippines. Voilà, merci pour la traduction. Et ça, c'est l'organisation qui s'occupe de toutes les questions de répression du gouvernement philippin. Mais aussi, on a, pour la situation nationale des travailleurs, on a aussi Bayan. Donc vous pouvez trouver leur site. B-A-Y-A-N. Bayan, c'est nation. Ouais. D'accord, ça veut dire nation. Donc c'est aussi une organisation progressiste aussi qui existe dans les... Il y a aussi des partis au niveau parlementaire. Par exemple, on a des hommes politiques aussi représentés par Bayan dans le gouvernement. Même bien sûr, c'est une minorité. Parce que le mouvement progressiste existe à l'extérieur. On a bien compris le contexte, oui. Écoutez, je vous remercie et la prochaine fois, alors, Salamat at Paalan. Voilà, à bientôt. Parfait. Merci.